Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Antoine et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode des Méca News. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, c'est un nouveau format qu'on a mis en place avec Nicolas pour vous tenir informé des actualités automobiles dans le monde entier. Donc lui continuera à faire ses vidéos sur les essais, présentations et nouveautés automobiles, lorsque moi je ferai tous les 15 jours un épisode des Méca News. Vous êtes prêts ? C'est parti. Juste avant que cet épisode commence, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est très important, et aussi de liker la vidéo. Ça nous aide pour le référencement, pour que la vidéo soit plus vue et que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. On y croit très fortement. Merci à vous. Donc aujourd'hui au programme, on va parler de Audi avec 3 points, notamment la A6 e-tron de nouvelle génération, la gamme A3 qui s'étoffe avec la RS3 et la A3 berline, mais également le tout nouveau Audi Q5. Ensuite, on va se pencher chez Citroën avec le nouveau Berlingo qui revient avec un diesel. Cupra ensuite annonce un tout nouveau modèle nommé Terrama. Volvo restyle son SUV XC90 pour la 3e fois. De nouveaux spy shots ont été aperçus concernant la future Renault R4. Nous aborderons ensuite la fin de la carrière de la DS9. Nous parlerons du concept car Renault R17 et nous finirons par l'annonce par Lamborghini de son nouveau modèle, la Temerario. Restez bien jusqu'à la fin, cette voiture d'exception vaut vraiment le détour. Allez, c'est parti, on commence aujourd'hui donc avec la toute nouvelle Audi A6 e-tron, présentée courant le mois d'août, en version Sportback et à vente, donc break. Ce véhicule est issu du concept car annoncé 3 ans auparavant par Audi, nommé A6 e-tron. Les lignes sont bien plus en rondeur, la calandre est pleine, on voit également le bas de caisse et le pare-choc arrière qui sont très prononcés, ça assied vraiment le véhicule, ça c'est lié notamment aux batteries qui sont en dessous, il fallait faire en sorte que le design soit harmonieux. Audi insiste également sur ces nouvelles technologies de feu qui permettent de les personnaliser à l'avant comme à l'arrière. Voire même à l'arrière, on a la possibilité d'afficher des messages en fonction de l'évolution de la circulation. Si par exemple vous freinez d'un coup, des triangles de signalisation vont s'afficher à l'arrière, ce qui peut être intéressant finalement dans la circulation. La malle se transforme en haillon et maintenant atteint 502 litres de capacité. Ça reste quand même 30 litres de moins que la version précédente. Et ça reste un petit peu moins aussi que les concurrents qui font un peu mieux. L'intérieur est similaire à ce que je vous avais présenté dans la A5 il y a quelques semaines pour les Méca News numéro 2. On est sur un intérieur 100% technologique. On a un écran derrière le volant, un au milieu pour l'infodivertissement, mais également un 3e en option pour le passager, pour suivre les informations de conduite ou alors se divertir. Ce qu'on regrettera néanmoins, c'est l'insertion d'une grande quantité de piano black qui prennent très rapidement la poussière et les traces de doigts, mais également la diminution de la qualité des matériaux utilisés, notamment dans les parties basses. On est sur des plastiques plutôt rigides. Un peu dommage pour de l'allemand premium. Donc cette A6 e-tron sera proposée en 2 versions différentes, donc la A6 e-tron Performance et la S6 e-tron Quattro. Le premier modèle sera le moins puissant avec 367 chevaux, quand la S6 atteindra 507 chevaux de puissance. Et ces 2 modèles embarqueront une batterie similaire de 100 kWh. D'ailleurs, cette batterie est très intéressante car l'autonomie va varier entre 648 et 757 km selon s'il s'agit de la version Sportback ou Avant, berline ou break. Et la batterie est construite sous l'architecture 800 volts et non 400 volts. Aujourd'hui sur le marché, la plupart des véhicules électriques utilisent la technologie 400 volts. L'avantage de doubler le voltage est de permettre des capacités de recharge bien plus élevées et donc de passer de 10 à 80% sur ce modèle-là, accrochez-vous à 21 minutes. C'est très peu, 21 minutes. Vous pourrez donc voir ce véhicule arriver en concession à partir de décembre 2024 au tarif de 66 500 € pour la A6 et 105 000 € pour la S6. Ça commence à faire, hein. On continue chez Audi avec le restylage de la gamme A3. On avait déjà eu le droit à la version Sportback A3 et S3. Audi revient à la charge avec maintenant la version berline qui nous fait profiter d'un coffre pour seulement 565 € supplémentaires. On est clairement sur le même design globalement, juste à l'arrière on rajoute 15 cm, le coffre est légèrement moins accessible que la version Sportback où c'est un haillon. Et ce modèle reste quand même très compétitif d'un point de vue tarifaire car les concurrents, à savoir BMW série 2 Grand Coupé ou alors Mercedes classe A berline, soit au même prix, soit plus cher. La RS3 a également le droit à un restylage. D'un point de vue intérieur, c'est un petit peu plus radical que les A3. On a un volant qui est quand même bien plus moderne. Et d'un point de vue extérieur, c'est une A3 mélangée à la précédente RS3. Voilà, je vous laisserai juge de savoir si elle vous plaît ou pas. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ça. D'ailleurs, cette RS3 avait battu le record sur le Nürburgring au Tour, à savoir 7 minutes 33 secondes et 123 millièmes. Et elle avait d'ailleurs battu la M2, qui est sa principale rivale, sur cet exercice. Sous le capot, on peut d'ailleurs compter sur un 2,5 litres TFSI de 400 chevaux et 500 Nm de couple.
ce qui nous permet d'abattre le 0 à 100 en 3,8 secondes et atteindre 290 km/h. Dans une compacte, c'est quand même beaucoup. Et pour s'offrir cette voiture très radicale, il faudra débourser pas moins de 75 600 € hors malus. Ça, on n'y échappe pas. Et pour clôturer le chapitre Audi, on va parler de la nouvelle Audi Q5. Cette année, Audi, ils envoient. Hein. Là, pendant 3 ans, ils étaient un peu absents. En 2024, ils rattrapent le retard. Concernant le tout nouveau Q5. Donc vous le voyez, le design est quand même bien inspiré du modèle précédent, tout en arborant les nouvelles lignes et le nouveau style qu'Audi va vouloir donner à ses prochains modèles. On a un design plus rond, le bandeau lumineux à l'arrière qui est adaptatif, comme sur la A6 notamment. Il grandit un petit peu, mais il reste quand même dans la lignée des autres nouveautés Audi. Ce qui est quand même notable, c'est cette grosse calandre qui, quand on la regarde pas, passe bien, mais quand on fait attention, elle est quand même balèze. Hein. Concernant l'intérieur, on est sur le même intérieur que la Q6 e-tron, donc 100% numérique. C'est d'ailleurs aussi pratiquement le même que sur la A6 e-tron. En termes de moteur, on en aura 3 dans un premier temps qui seront disponibles, et ces 3 moteurs seront micro-hybridés. Pour l'hybride rechargeable, il faudra patienter encore un petit peu pour le voir arriver. Pour l'instant, donc, on a un 2 litres TFSI de 204 chevaux, un 2 litres TDI, donc diesel de 204 chevaux, et pour la version SQ5, un V6 3 litres TFSI de 367 chevaux. Donc ces 3 modèles sont bien micro-hybridés avec une puissance de 48 volts. Ce véhicule arrivera donc en concession au début de l'année 2025 au prix de 57 550 € et plus de 100 000 € pour la version SQ5. Pareil, c'est hors de prix quoi. Qui achète ça? Qui? Dites-le moi, je veux savoir. Donc cher. Parlons désormais de Citroën et de son fameux berlingot. Il y a quelques années, Citroën avait pris la décision d'arrêter complètement le thermique sur ce modèle. On se retrouvait donc avec un modèle 100% électrique, ce qui peut être compatible avec beaucoup d'usages, mais pas tous. Et notamment les familles qui partent en vacances et qui ont besoin d'un bon diesel pour faire des 600-700 km sans s'arrêter. Pour répondre à ça, Citroën a réintégré 2 moteurs diesel dans son fameux berlingot, un de 100 chevaux en boîte de vitesse manuelle et un de 130 chevaux en boîte de vitesse automatique. Vous ne serez pas scotché par les performances, ça suffit largement pour un usage normal et pour les familles. D'ailleurs, au cours de ce restylage, le berlingot conserve quand même les maîtres mots qui le qualifiaient, à savoir modularité, espace, 5 vrais sièges, donc 3 isofix à l'arrière et des rangements en veux-tu, en voilà. Si vous baissez les sièges, là, ça fait clairement un appartement parisien. C'est un truc de ouf. Parlons désormais de Cupra, qui nous annonce un tout nouveau modèle, le Cupra Terramar. Donc ce modèle 100% inédit vient remplacer le Cupra ATK, qui était le tout premier modèle 100% Cupra. Je vous rappelle, cette marque s'est dissociée de Seat en 2018 et a donc à l'occasion présenté le Cupra ATK pour marquer la différence. Depuis quelques années, la volonté est donc de s'éloigner au maximum de Seat, et d'un point de vue stylistique, ils nous l'ont prouvé avec le tout nouveau Formentor qui est arrivé il y a quelques mois. Et la marque revient donc à la charge avec ce Terramar pour nous proposer un SUV plus dans la catégorie du Tiguan qui viendra donc s'attaquer au Peugeot 3008 et Renault Austral. De par ses dimensions, je vous les donne: 4,52 m en longueur, 1,86 m en largeur et 1,59 m en hauteur. Le coffre, lui, atteindra 630 litres de capacité, et concernant le design, on est vraiment sur l'orientation stylistique de Cupra, avec des arêtes très anguleuses, des formes assumées et un caractère sportif indéniable. À l'intérieur également, l'identité Cupra se creuse de plus en plus par rapport à Seat. On avait vu ça au restylage du Formentor, au moment du Tavascan, et maintenant sur ce Terramar, qui est encore plus assumé. Concernant les moteurs, ils vont se répartir en fonction des finitions du véhicule. On aura 3 finitions au départ, V, VZ et America's Cup. America's Cup qui est donc une version limitée, vous l'aurez compris. La version V sera équipée d'un 1,5 litre ITSI, bien connu dans le groupe Volkswagen, de 150 chevaux essence, micro-hybridé. Celui-ci sera d'ailleurs accouplé à la boîte de vitesse DSG7, boîte auto à 7 rapports. Et les versions VZ et America's Cup seront uniquement en hybride rechargeable, le 1,5 litre i hybride de 272 chevaux qui équipe déjà notamment le Tiguan PHEV. D'ailleurs, vous avez l'essai complet qui est sur la chaîne, réalisé par Nicolas. Dis-moi ce que tu penses de ce nouveau Cupra Terramar dans les commentaires. Est-ce que tu penses que ça va marcher, tout comme le Formentor a marché il y a quelques années, il continue de marcher? Dis-moi tout.
Parlons désormais de Volvo et du restylage de son fameux SUV XC90. On en entendait un peu moins parler étant donné qu'on mettait l'accent sur l'électrique, mais Volvo a dans sa gamme un très gros SUV, très luxueux, le XC90. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui le troisième restylage de ce véhicule qui apporte un style encore plus raffiné et épuré dans la lignée de la marque suédoise. Les changements restent quand même légers d'un point de vue extérieur. On a une calandre qui est un petit peu revue avec cette originalité de chevron. On a des phares qui sont plus fins, mais c'est à l'intérieur qu'on voit une nouvelle console centrale plus luxueuse, un écran un petit peu plus dynamique et un petit peu plus grand, mais sinon rien d'incroyable à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est simplement une mise à niveau pour pouvoir le commercialiser encore quelques années. Sur ce véhicule, vous pourrez retrouver un seul moteur, un hybride rechargeable de 455 chevaux tout de même, dont la consommation mixte annoncée est de 1,3 litres au 100 km. Vous réaliserez cela uniquement si vous utilisez l'hybride rechargeable à son plein potentiel, à savoir le recharger tous les jours et uniquement utiliser le thermique que lorsque c'est vraiment nécessaire. De nouveaux spike shots sont sortis sur la future Renault R4 qui sera dévoilée logiquement courant 2025. Elle viendra succéder à l'annonce de la R5 et sera donc un modèle un peu plus gros. Ce sera donc un modèle 100% électrique qui s'inspirera d'un design néo-rétro à partir de la mythique Renault R4, 4L, etc., comme on l'a bien connu. Enfin, moi pas vraiment, mais... Parlons désormais de l'arrêt de la production et de la vente de la DS9 sur le marché mondial. Cette berline française haut de gamme au style affirmé, qui est d'ailleurs principalement vendue en Chine, voit ses chiffres dégringoler de plus en plus. Qu'est-ce qui explique cela? Déjà on est dans un marché de SUV, clairement. Les berlines n'ont plus réellement leur place, surtout en haut de gamme, et également le fait qu'elles soient produites et fabriquées en Chine a grandement découragé les acheteurs qui cherchaient l'originalité française et le savoir-faire français. La marque DS va donc devoir s'appuyer sur ses SUV qui marchent le plus, à savoir le DS7, la DS3, DS4 qui fonctionne un petit peu quand même. À voir comment la marque évolue, même si on sait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour eux. On verra dans les semaines et mois à venir comment elle réagit. Focus sur un nouveau concept car présenté par Renault il y a quelques jours dans leur centre à Paris, qui était dédié à la R5 il y a quelques semaines. Voici le concept car R17. Designé par Horaito, cette version électrique de la mythique R17 nous offre un look fastback sur une architecture 100% électrique et propulsion de 270 chevaux. Par contre, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à voir ce type de véhicule sur les routes, il ne préfigure rien du tout, c'est juste un petit kiff de la part de Renault. Bon, ça fait toujours plaisir, mais sortez-nous des vrais modèles comme ça, on veut en voir sur la route. C'est magnifique quand même. Et on termine cet épisode avec l'annonce de Lamborghini de la remplaçante de la Huracan, la Lamborghini Temerario. Cette voiture inaugure donc un nouveau design complètement inédit de la part de Lamborghini, d'un point de vue intérieur comme extérieur. À l'intérieur, on aura plus de technologie, plus d'écran, et à l'extérieur, des lignes plus tendues, mais une orientation et une identité différentes d'avant. Pas moins bien, hein, différentes. Sous le moteur, attention, est-ce que tout le monde est bien accroché? V8 hybride biturbo de 920 chevaux 4 litres. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui crient derrière leur écran, oui, c'est plus un V10, c'est plus un Atmo, c'est un biturbo. Mais en fait, Lamborghini, ils cherchent pas à faire ça pour du downsizing. Ils mettent pas des moteurs de plus en plus petits juste pour faire ça. On l'a bien vu avec la Revuelto, c'est toujours un V12. Seulement, ils essaient d'aller dans le sens de la technologie et dans l'air. Ce moteur, hybridifié, colle un V8 de 800 chevaux et 3 moteurs électriques qui combinent 110 kW, dont un qui est d'ailleurs placé directement dans le moteur thermique. Le total, 920 chevaux et un moteur qui peut rager jusqu'à 10 000 tours par minute. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette nouvelle Temerario. Est-ce que tu valides? Est-ce que tu valides pas? L'électrique, t'en penses quoi? Enfin, l'électrification, ça reste quand même un V8 biturbo. Mais voilà, n'hésite pas à me le dire. Je suis curieux d'avoir vos avis. Moi, je suis un peu mitigé. À voir. Cet épisode de Méca News est donc terminé. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça aide pour le référencement, comme je vous l'ai dit. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao tout le monde.